Parce qu'Adeline aussi, tu peux peut-être expliquer dans Alors, quel moi, cadre je tu travaille travailles. à la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques. Et du coup, les forêts, les milieux aquatiques, comme vous en avez parlé. Les eaux et forêts. Voilà, les eaux de forêt, anciennement. Et moi, je me posais la question là sur la partie amont du TEC, dans le Haut-Val-Espire. Il y a eu énormément de coupas blancs. Et du coup, on se retrouve avec un ensablement conséquent. Les cours d'eau là-haut, ils sont complètement. Il y avait des rochers qui faisaient 1 mètre de diamètre, ils sont complètement recouverts de sable. Et on pense, en tout cas après, je sais pas, vous pourrez contredire ce qu'on pense, mais nous, ce qu'on pense, c'est que ben voilà, il y a eu les coupes à blanc, les pistes forestières, et en fait, comme il n'y a pas de maintien de végétation, quoi que ce soit, ben, quand ça ruisselle et ça se retrouve. Ces forêts ont été reboisées justement pour éviter ça. Oui. Voilà. Donc, normalement, elles auraient dû être préparées de façon à ce qu'on puisse exploiter sans mettre le sol à nu et puis utiliser des moyens d'exploitation autres que systématiquement les pistes. Oui. Parce que c'est des terrains granitiques et effectivement, bon, elles sont très fragiles. Voilà. Oui. Et là, on l'a vu, vraiment dans le département, on voit des phénomènes. Alors, je ne sais pas si c'est des forêts privées ou des forêts. Là, je ne sais pas. Je ne sais plus si c'est du domanial ou du. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de forêts privées aussi, mais qui sont plutôt des accrues forestiers souvent. Et aussi, je me posais la question, là aussi, l'ONF dans le département, maintenant, vous en parliez, là, des filiales privées de l'ONF, maintenant, qui deviennent, il y a beaucoup de chasse, qui font partie des bénéfices de l'ONF. Oui. Et presque maintenant, moi, j'ai des gens avec qui je travaille, presque c'est plus des chasseurs que des forestiers. Ça devient, moi je trouve, ONF et ça fait un peu, voilà, en fait, parce que dans les forêts domaniales, il y a des grands territoires et en fait, il y a des forestiers en fait qui se retrouvent à faire guide de chasse pour des riches qui viennent des grandes villes et tout ça. Et en fait, ils se retrouvent pendant 2 mois, la période automnale, à faire guide de chasse et en fait, ils gèrent plus la forêt, ils s'occupent d'aller repérer un peu les animaux. Après, voilà, la chasse, moi j'ai rien contre personnellement, mais c'est juste que maintenant ça devient vraiment un business conséquent sur la montagne. Des tirs guidés. Oui. Mais ça, c'est aussi le problème du financement. Il faut trouver des financements pour l'ONF. Voilà. Et ça, c'est rentable. C'est que l'ONF a créé énormément de filiales. Oui. Il y a ONF International, ONF Énergie, Énergie Bois. Oui. Bon. La filiale Cécile. Cécile, c'est convention avec EDF, Enedis, RTE et SNCF. Donc, je vous raconte un moment en forêt. On est à la Boucheville, on avait des travaux à faire dans les ouvriers forestiers, c'est normal. Eh bien, les ouvriers forestiers ne pouvaient pas venir. Pourquoi? Alors en fait, ils étaient à Perpignan et ils travaillaient sur les palmiers à Avenue de la Gare. Moi un jour je prends le train et je dis, tiens mais vous êtes là, il est collé. Et qu'est-ce que vous faites? Ah ben on arrange les palmiers. Je les écorçais, après je ne sais pas, ils faisaient du travail. Mais alors en forêt, on a dit, mais nous, qu'on fasse nos travaux. Donc le chef de service, j'ai dit, prenez des entreprises, et mettez-les en concurrence. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça la politique du système. Et le problème du RTM, c'est qu'il a été créé dans les années 1870. On a voulu reboiser parce que on ne s'imagine pas, les paysages ont été complètement modifiés avec le RTM. Les montagnes, c'était, comme disait Dominique, pour les Gouales, c'était des montagnes pelées, des pâturages, tout ça, il n'y avait pratiquement plus d'arbres. Donc on a reboisé, mais ces reboisements, ils arrivent actuellement, ou depuis déjà un certain nombre d'années, à maturité, et on n'a peut-être pas prévu le remplacement ou le mode de remplacement qu'il fallait employer pour ces peuplements. Au départ, c'est de la plantation, c'est totalement artificiel. Mais en montagne, justement, il y avait une pratique sylvicole qui était la futée jardinée, c'est-à-dire, comme disait Dominique tout à l'heure, garder un couvert continu. On enlevait des arbres, mais par petites trouées, pour que le sol reste abrité, et puis aussi ne pas déstabiliser, éviter les problèmes d'érosion que
avec les coupes rases qu'on voit bien, hein, puisque quand il n'y a plus les racines, les systèmes racinaires, tous les matériaux s'en vont vers le bas. Et c'est pour ça qu'on avait ce type de traitement de la forêt dans les montagnes, de futé jardiné. Et l'idée, c'est quand même de répandre ce mode de gestion parce que ça évite justement les reboisements artificiels. En ayant une forêt en couvert continu, on garde des peuplements permanents avec des petits reboisements, ce qui n'empêche pas qu'il y a des travaux à faire, mais c'est sur des petites surfaces et ça permet de conserver quand même toutes les potentialités de la forêt parce que avec les coupes rases, comme c'est de plus en plus catastrophique au niveau des résultats des plantations, avec les sécheresses et les accidents climatiques. Donc on sait bien que ce n'est pas une solution, ce type de gestion. Et alors, le RTM aussi, il faisait beaucoup de semis sur neige. À l'époque, le climat était plus et en montagne, ça marchait énormément bien. Ce qui permettait quand même d'avoir des semis, 10, 15, 20 000 plants, 20 000 semis à l'hectare, alors que quand on plante, le maximum c'est 2 000 plants à l'hectare, avec les risques par rapport au gibier, notamment, qui soient broutés. Et puis à l'époque, où il y avait encore des parcours de bêtes en forêt, hein, de vaches et autres, qu'elles soient brouties par les animaux. Alors, oui, moi je trouve que c'est un vrai sujet politique. Alors j'ai l'impression qu'on en parle moins dans tous les projets politiques. À un moment j'en connais un, ma famille politique, LFI, que de l'eau. On parle beaucoup plus des problèmes liés à l'eau, alors qu'en fait, ça a l'air d'être complètement lié. Donc, à quoi vous attribuez le fait qu'à l'heure actuelle, on parle moins des forêts, alors que ça a l'air d'être extrêmement grave ce qui se passe en réalité. Sauf quand on parle de l'Amazonie ou quand on parle de... Mais je parle vraiment de ce qui se passe en France et notamment... Parce qu'il y a un poids quand même de tous les industriels et puis des lobbies, des entreprises forestières qui, elles, veulent à tout prix pouvoir d'abord avoir des forêts replantées, à naissance, beaucoup de douglas, du cèdre aussi, et puis qui veulent aussi, comment on peut dire, avoir des forêts avec des arbres pas trop vieux, pour pouvoir les scier. En fait, ça ne les intéresse pas trop qu'on mette le nez, que l'État mette le nez dans la gestion des forêts. Pour le moment, ça leur va très bien ce qui se passe. Mais comment on fait pour... Tu as la CGT, toi, alors comment on fait pour mobiliser il existe quelque chose. LFI a sorti un livret sur la forêt, sur la gestion forestière, et Mathilde Panot, au cours de son premier mandat, elle avait mis en place une commission parlementaire de tout bord politique, qui a travaillé avec des spécialistes de la forêt, les syndicats et tout ça, et qui a émis un rapport. Cette commission a fait un rapport, mais ce rapport, il a été voté en commission, je ne sais plus dans quelle commission, mais il n'a pas abouti à l'Assemblée nationale. Il n'a pas fait l'objet d'une loi. Nicolas. J'ai là la planification écologique sortie par la France Insoumise. Il y a toute une partie, la forêt, notre bien commun, qui est détaillée. Respecter le temps long et la biodiversité dans la forêt. Restaurer le service public de la forêt. Tout ça c'est développé, c'est les titres des chapitres. Assurer la pérennité de la filière bois. Il a détaillé la bataille parlementaire pour protéger les forêts. Tout est prêt, disent les insoumis, pour mettre en œuvre cette loi dès le début de la prochaine mandature. Il y a quelque chose qui est quand même travaillé. Et ça, c'est pas neuf, hein, ça date de quelques temps.
Voilà. Oui, mais alors par exemple, il faut revenir sur des décisions qui ont déjà été prises. Celle de considérer que l'âge d'exploitabilité, le diamètre d'exploitabilité, c'est 46 cm, Voilà, par exactement. exemple. Voilà. Et je ne vous dis pas que Il en a dans les marre. commissions où siègent les représentants de l'industrie du bois, ça va être rude. Parce qu'ils sont capables, y compris de boycotter et d'aller chercher du bois ailleurs. Hein, voilà. Donc, et puis l'ONF, C'est comme les grands patrons qui s'y aillent. l'ONF devrait avoir un statut de service public. Oui, c'est ça. Ce n'est plus le cas. Justement, à ce sujet, tu nous as expliqué que la déforestation, elle s'est à peu près arrêtée au 19e siècle, hein, en France en tout cas. Mais actuellement, on produit beaucoup d'objets en bois. L'industrie du bois fonctionne énormément, hein, avec des objets qui sont en obsolescence programmée, hein, comme cette table. Hein. Et Ikea vend des tonnes et des tonnes de meubles en bois. On fait aussi la promotion de la construction aussi en bois. Je voudrais savoir quel est l'impact de toute cette industrie du bois sur la déforestation, parce que est-ce que c'est externalisé, tout ce bois qui est qu'on consomme, parce que c'est du bois que l'on consomme et qui est plus brûlé comme à l'époque, etc., mais que l'on consomme, est-ce que c'est des forêts françaises qui sont exploitées? D'où vient ce bois qu'on utilise, par exemple, pour cette table ou pour les meubles Ikea? Bah, il faut dire que justement, la plupart des bois proviennent de déforestation dans les pays qui ont encore des grands massifs comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud ou l'Indonésie et tout ça. Et là, il y a un enjeu quand même assez important au niveau de l'Europe, c'est que il y avait une loi qui devait obliger à une traçabilité des bois vendus en Europe, c'est-à-dire qu'on puisse contrôler que ça ne provenait pas de déforestation sauvage. Et cette loi-là, elle est combattue forcément par les lobbies, les gros industriels du bois, les boîtes comme Ikea et tout ça, qui font du meuble jetable. Donc eux, ils ont besoin de beaucoup de matière, ils vont la chercher. Ils ont ruiné aussi des forêts en Roumanie, où il y avait un patrimoine forestier très important. Dans beaucoup de pays, ils œuvrent comme ça, parce que c'est pas la Suède qui produit les meubles d'Ikea, hein, bien sûr. Et voilà, donc il y a un enjeu majeur là-dessus, et il y a une association qui agit sur la forêt, qui a un site qui s'appelle Canopée, qui est intervenue au niveau de la Commission européenne, du Parlement européen, pour essayer de sensibiliser les députés de toute la communauté européenne pour éviter que cette loi soit remise en question. Et en fait, la loi qui devait être rentrée en application dans les années qui viennent, ils ont freiné par leur intervention, ils ont réussi à faire en sorte qu'elle ne soit pas complètement anéantie, cette loi, mais quand même les lobbies ont fait en sorte que ce soit gelé pendant un an supplémentaire. Donc faut savoir qu'on est confronté au monde capitaliste et que eux n'ont aucun scrupule pour anéantir Il y a des certifications des bois venus des pays d'Afrique ou autres, hein. Et souvent, c'est des exploitations sauvages et illégales. Ça, c'est... Et donc après, c'est les grosses boîtes qui en profitent. Hein. Des consommateurs, quoi. Il n'y a plus que les consommateurs, ça peut aussi avoir une action de boycott, par exemple, là-dessus. Bien sûr. Là, par exemple, l'énergie bois, c'est l'ONF est une filiale qui fait l'énergie bois. Mais on voit des choses, une fois sur un village qui a une faute communale et qui a été incliné à faire de l'énergie bois, transformer des grumes en copeaux pour se chauffer, je trouve ça quand même un peu fort. Mais il disait, ben non, on n'a plus que ça, on n'a plus que des grumes. Mais même. Oui, voilà. Non, mais comme tu parlais du kérosène, là, l'éco-ingénierie, voilà. Alors à tout prix, il faut faire bio, quoi, en réalité. Donc on vend du bio, mais en fait on vend
C'est Le en fait contraire, c'est de la fumisterie, c'est Voilà, comme c'est ça. le plan Macron de plantation d'1 milliard ou 2 milliards d'arbres, c'est de la fumisterie, c'est pour cacher qu'on va faire des coprases, tout ça. Donc ça va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Les agrocarburants. Oui. Eh bien, si on regarde les traitements, le tracteur, le travail sur tout, ils consomment autant de carburant que ce qu'ils en produisent. Dramatique, hein, c'est vraiment, Et même, en plus, il y a un coût énergétique, parce qu'il faut chauffer, il faut distiller tout ça pour faire des huiles utilisables comme carburant. Donc, c'est aberrant. Et Mais les gens qui utilisent les billes, là, oui, les pelés. pas, mais les pelés, et pour faire des pelés, il faut de l'énergie. Il faudrait faire le bilan réel, c'est vraiment. le bilan énergétique c'est complètement de ce genre de production. Quoi. C'est aberrant. Mais quand même, Ah, du positif, tu allais dire. oui, du positif. Quand on, Oui, vas-y, vas-y. je voulais juste Attends, dire, du positif. quand on se mobilise et qu'on lutte, on arrive parfois à faire changer les choses. Bon, à Gardanne, par exemple, la lutte autour de l'usine de Gardanne, et on a participé ensemble à des manifestations parce que on était allé sur le stock de bois. C'était, il faut savoir, hein, c'était des bois qui venaient du Brésil, qui étaient entassés des quantités considérables, donc bilan carbone détestable. Et en fait, cette usine-là, elle a été freinée parce qu'il y a eu des actions en justice, tout ça. Mais les capitalistes, ils reviennent toujours à la charge avec des nouveaux arguments et ils arrivent. Donc, c'est jamais gagné définitivement, mais on arrive à faire reculer. Il y a aussi le projet Florian, qui était une scierie italienne de hêtres qui devait s'implanter à côté de l'Almezan pour faire aussi à côté du bois énergie. Et cette usine devait scier 50 000 m3 par an de hêtres de qualité A, c'est-à-dire de la qualité supérieure. C'est comme les bois de marine, mais 50 000 m3 de hêtres A, ça veut dire qu'on va couper 4 fois plus de hêtres pour avoir... Parce que sur un arbre, on ne peut pas prélever qu'un bout d'arbre, on est obligé de couper l'intégralité de l'arbre. Hein. Donc, pour récolter 25% de l'arbre, on va saccager 75%. Et ils avaient prévu une durée d'exploitation de 5 ans. 10 ans, Oui, 5 à 10 ans. Mais ça voulait dire faire 10 finalement, ans. avec la mobilisation des gens, il y a une association, enfin, il y a un groupement qui s'est créé avec des syndicats, des professionnels, un peu tous les bords de la population de cette région-là, qui s'appelait « Touche pas à ma forêt ». Ils ont fait péricliter ce projet, mais c'est pour ça qu'ils reviennent à la charge avec d'autres projets dans la région. Alors, il y a deux questions. Vas-y, et après, il y aura Voilà. Marcel. Il faut arrêter de dire que le bois, c'est une énergie renouvelable. Voilà. Parce que l'air, l'eau, bien sûr, on ne prend rien. Mais le bois, on prend, alors on pourrait dire oui, mais on ne prend pas plus que s'il se renouvelle. Mais pas du tout. Parce que quand on prend du bois, c'est autant de biomasse qui n'est pas resté dans la forêt. Donc autant de choses qui ne permettront pas à la forêt de se régénérer. Donc il faut arrêter de dire que c'est une énergie renouvelable. Ce n'est pas une énergie de toute façon renouvelable puisqu'on prend une matière. Et puis moi je pense quand même, bon, Michel il dit très bien, il y a des actions qui ont été efficaces, hein, mais en tant que consommateurs, nous, nous on brûle du bois, hein, ouais, bon, à l'ONF on a du bois, mais on prend les bûches et on les brûle comme ça. Quand on prend des pellets comme... Alors évidemment c'est pratique, hein. C'est pratique parce que ça vient tout seul, etc. Mais il faut aussi d'abord se poser la question, quelle énergie a été consommée pour produire les pellets? Outre ce que dit Dominique sur les grumes c'est les plus belles, les plus beaux morceaux du bois. Hein. Mais il y a ça, l'énergie qui est consommée pour produire ces pellets. Donc finalement, on n'en a pas besoin, parce que les chaudières, il existait, je ne sais pas encore maintenant si ça existe, il existait des chaudières où il y avait une alimentation automatique en bûche. Hein. Donc, à nous aussi de savoir ce qu'on utilise comme carburant, comme énergie. Et je pense qu'en tant que consommateur, on a quand même un impact important à avoir. Je disais avec ma voisine, par exemple, vous allez à la télé,
vous allez au cinéma, on vous fait la publicité pour les extérieurs de piscine. C'est quoi les extérieurs de piscine? C'est en bois exotique. Exactement. Et malheureusement, même quand on fait, même nous, on a fait refaire la porte-fenêtre, et malheureusement, c'est du bois exotique. Il y a des trucs à réfléchir que, alors qu'on aurait utilisé du bois d'ici, bon, ça nous aurait coûté certainement plus cher, mais en matière d'écologie, de transport de bois, etc., c'est quand même pas pareil. Donc nous, on a quand même une possibilité d'action. Oui, mais Oui, mais finissez, oui, c'est bien de répondre. oui. Mais quand on fait des meubles en bois massif ou des maisons avec des charpentes en bois aussi, on stocke du carbone au lieu de le rejeter dans l'atmosphère. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Je voulais donner une note positive. Ah, une note positive. Voilà. Moi, j'adore une note positive. Alors, Ah oui, c'est toi. oui, oui. Oui, Les vieilles forêts, c'est des trucs énormes au niveau de la biodiversité, c'est là qu'il y en a le plus. Et alors donc le conservatoire, avec des fonds de la région, de l'État, etc., il est aidé pour acquérir des vieilles forêts qu'on va mettre en libre évolution. Et c'est le seul moyen, alors ça représente actuellement 3% de la surface forestière, mais c'est le seul moyen de garder encore des espèces qui risquent de disparaître encore en vie. Voilà. Il faut le savoir. Et pour ça, il faut, comme je l'expliquais au début, des forêts où tous les êtres vivants, y compris les arbres, puissent avoir un cycle complet. Voilà. C'est le plus important. Et c'est pour ça que c'est important aussi la réserve de la Massane. Parce que, voilà, même si les arbres n'ont pas plus de 300 ans, hein, parce que des forêts plus vieilles en France que 300 ans, il y en a malheureusement plus. Oui, Marcel. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, sur la production de meubles dans le monde, en France en particulier, mais enfin dans le monde, et puis sur la consommation. Moi, c'est vrai que ça pose la question de notre, de notre consommation à chacun, même si je ne suis pas pour l'individualisation des problématiques et qu'il faut essayer de regarder ça sur les structures, mais notamment il y a un autre secteur qui est le secteur de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Hein. Il faut savoir que moi c'est des chiffres que j'ai en tête qui ont un peu plus de 5 ans, qui ont peut-être entre 5 et 10 ans, mais 50% de la destruction de la forêt amazonienne était pour replanter du soja, pour nourrir notre élevage en France et en Europe. Sachant que nous, on consomme, les Français, je dis ça facilement parce que moi, j'en consomme pas, j'ai pas rien depuis plus de 15 ans, mais un Français consomme en moyenne 80 kg de viande par an, 80-85 kg de viande par an, quand dans le reste du monde, on en consomme, en dehors des pays occidentaux, bien entendu, 40 kg. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, on exporte notre problématique, encore une fois, sur un pays, le Brésil, les pays de la forêt amazonienne, qui rasent leur forêt pour planter du soja, pour nourrir nos animaux, pour qu'on puisse avoir une côte de bœuf le week-end sur le barbecue. Donc ça pose quand même la question, comme le meuble, comme beaucoup de choses, sur nos modes de consommation et la réduction de la croissance. C'est pas une question sur la croissance, de consommer de plus en plus, toujours de plus en plus. Ça pose une vraie question sur nos comportements et sur notre système. On va se battre contre l'agriculture. Non, on va pas se battre contre système contre alimentaire. Non, mais il faut acheter de la viande aux éleveurs qui vont en estime. Il faut de la production approchée. Elle est plus chère, mais elle vaut la peine d'en manger moins. Il y a Dorian qui voulait. Attendez, si on peut éviter. Martial, si on peut éviter le. Il y a des gens qui veulent parler, voilà. Dorian. Oui, c'était sur par rapport à la prévention des incendies, un peu, la pratique de l'éco-plage, avoir un peu des détails sur cette pratique. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Comment un peu ça fonctionne en détail? C'est un peu plus technique. D'accord.
Moi, je vais en parler parce que c'est un problème qu'on a soulevé dans plusieurs réunions, à la commission La Forêt-Bois aussi, sur les écobuages. Alors, il y a d'autres méthodes que les écobuages, qui existent. L'écobuage, il n'est pas forcément une nécessité de mettre le feu. Et souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des débordements. En plus, il faut savoir que l'écobuage, c'est quand même la conséquence de la déprise agricole et du fait qu'il y a moins d'animaux dans les estives et dans les montagnes. Et que même ces estives-là, avant, les bergers les entretenaient. Ils avaient toujours une faux, un outil pour enlever, capot broussailles, voilà. Ce qui ne se fait plus. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des moyens très simples, très pratiques, des gens qui sont spécialisés là-dedans, pour faire du débroussaillement, bien sûr, au lieu de faire de l'écobuage. Et en plus, l'écobuage n'est pas toujours fait dans les meilleures conditions, parce que normalement, il doit être fait sur sol gelé, voire sur neige, carrément. Parce que si on le fait sur des zones qu'on connaît habituelles, maintenant avec les changements climatiques qui sont de plus en plus nombreux en hiver, eh bien en fait on brûle tout, on brûle l'humus, on détruit la microfaune, donc c'est totalement négatif. Et en plus souvent ça ne sert à rien, parce que pour qu'il y ait de l'air et que ça s'entretienne naturellement, il faut qu'il y ait une pression de l'élevage dessus. Or, qu'est-ce qui se passe? Des endroits où on avait de l'élevage de moutons, pour des raisons aussi de subvention, on met des vaches. Des vaches, il leur faut 50 litres d'eau par jour pour boire. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'éleveur dans son estive, il n'a pas des points d'eau, il ne met pas des points d'eau suffisants, eh bien, il y a du surpâturage à un endroit, et puis autour, eh bien, c'est la broussaille, parce que les vaches, elles n'y vont pas, voilà, tout simplement. Et donc, quand c'est comme ça, les éleveurs disent, ah ben, c'est le système le plus simple, je vais récupérer mes pâturages, je vais mettre le feu. Mais ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Donc, il faut proscrire l'écobuage. Et l'écobuage, il est dans la tête des gens, parce qu'ils disent, on a toujours fait comme ça. Mais non, ils faisaient comme ça, mais pas comme ça exactement avant. C'est ça qu'ils oublient. C'est pour ça que je voulais aborder la question, pour vous en parler, que vous apportiez. Nous, on a vu des superbes écobuages au Pays Basque. C'était vraiment, ils détruisaient tout. Il n'y avait pas de neige. Alors ils disaient, ah mais on fait de l'écobuage cette année, parce que l'année dernière, on n'a pas pu monter avec les 4x4, parce qu'il y avait de la neige. D'accord, voilà. C'est affligeant. Oui, puis c'était fait, là c'est fait avec un manque de connaissances. Et puis en plus c'est une industrie, parce que par exemple la vitamine orientale, c'est fait par un spécialiste qui est payé par la Chambre d'agriculture, dénommé Lambert. Oui. Et donc lui, il est payé pour ça. Et puis les pompiers aussi, ils touchent des primes pour ça. Voilà. Donc il y a une industrie du feu, ça existe. Il ne faut même pas l'oublier. L'industrie, c'est des camions, c'est des moyens, c'est des travaux, c'est des pompiers. Voilà. Moi, je voulais juste poser une question, en fait, tous ces problèmes. En fait, là, quand j'entends madame dire j'étais obligée d'acheter le volet exotique, là, enfin, il n'y a aucune prévention, en fait. Personne ne sait, à part vous qui savez, par exemple, tout ce que vous venez d'expliquer, en fait, sur qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Aller faire des meubles d'Ikea, tout le monde en achète parce qu'on n'a pas de thunes. Donc, à un moment donné, oui, mais moi, je consomme comme ça. Je consomme comme ça depuis peu. Je suis arrivée, mais tout le monde va à Ikea parce qu'on n'a pas de thunes, parce qu'on n'a pas le prix du volet. Bois exotique, on vous dit 2000 et on vous dit bois, je sais pas de quoi, là, de la forêt africaine. On va vous dire 1000 balles, là, vous allez mettre 1000 balles. Donc le problème, il n'est pas là, en fait. Le problème, il est que les enfants, même nos enfants, ne savent pas que la viande, il faut 50 litres d'eau pour une vache et que ça consomme tant
bon, je suis sûre et certaine qu'on demande aux enfants de 20 ans, ben, ce que vous expliquez, vous, en fait, on ne fait pas de prévention. Ah bon? C'est la force du système capitaliste, c'est Oui, d'avoir des mais choses le système matérielles. capitaliste, Par exemple, pour l'utilisation du bois. non, mais tu es consciente que tu as acheté un volet quand même en bois électrique, malgré que tu milites. Oui, oui, non, mais j'en ai fait. Voilà, donc il est. Comment on fait? Oui, tu réponds. Pour l'utilisation du bois, on voit bien, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, il y a 200 000 hectares de forêt sur un territoire de 400 000 hectares. C'est-à-dire la moitié du territoire des Pyrénées-Orientales est constitué de forêts, de différentes forêts, de la forêt de montagne, de la forêt méditerranéenne, de la forêt productive. Oui, c'est considérable. Hein. Et par contre, dans ce département, il n'y a plus aucune scierie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour transformer le bois localement. Il faut savoir qu'en France, il reste 1500 scieries, alors qu'il en disparaît presque une centaine tous les ans. Et les petites scieries qui existaient autrefois, qui transformaient le bois, parce que quand on va dans certaines régions, qu'on voit ce que font les sieurs, ils sont capables de transformer au mieux les bois locaux. Et maintenant, ces bois locaux, souvent, ils sont vendus ailleurs, ils sont gaspillés parce que une grande partie des bois ne sont pas utilisés comme ils pourraient l'être, sont mis en bois pour faire des copeaux là, pour le chauffage, alors que ça pourrait faire beaucoup mieux que ça, ou comme on a pu voir à Gardanne. Et ce qu'il faut faire, mais c'est aussi dans le programme de la France Insoumise, c'est remettre en place une industrie locale qui utilise au mieux la ressource sans la gaspiller, sans la galvauder. Et on a construit quand même, quand on voit notre patrimoine architectural qui repose sur les matériaux locaux dans toutes les campagnes, on a un potentiel qu'on peut utiliser, voire réutiliser, parce qu'aujourd'hui on construit énormément de zones pavillonnaires, de lotissements, mais souvent le cœur des villages qui est fait avec des maisons en pierre, avec des bois et tout ça, il est abandonné. Et au lieu de faire tous ces lotissements, de gaspiller l'espace, tout ça, si déjà on remettait en valeur tout ce patrimoine qu'on a dans nos villes, au lieu de faire en plus d'anéantir les paysages souvent. Michel, pour en revenir au bois, en plus tard, il n'y a plus de scierie. Moi, j'habitais dans le Val-d'Espire. Le Val-d'Espire, il a été reboisé en châtaignier à la fin du 19e, début 20e. Dans les années 70-80, on a essayé de remettre en valeur cette châtaignerie qui était exploitée en taillis. Bon. Il y avait à l'époque encore une ou deux scieries, dont une en Cerdagne, qui savait scier le châtaignier. Ah, pourquoi tu parles ça? Ah bon. Donc, il y avait une scierie en Cerdagne qui encore savait scier le châtaignier. Bon. Ils ont essayé de remettre ça en œuvre. Et puis, finalement, c'était des sieurs catalans du Sud qui venaient chercher le bois. Bon, ils venaient chercher le bois. Ils arrivaient à travailler du bois de 20 cm de diamètre. Ils en faisaient, soit pour la cuisine, soit des petits objets. Et puis, finalement, ça s'est arrêté. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'on a une mondialisation, parce qu'il y a des trucs, comme tu disais, il y a du bois qui est ailleurs et qui est moins cher. Donc si on veut remettre en place une industrie locale du bois, il faut passer par un certain protectionnisme. Bon, je ne m'appelle pas Trump. Non mais il faut passer par là. Je veux dire, si ça doit se faire, ça ne se fera pas comme ça. Ça se fera en reprotégeant la ressource et les industries possibles localement. Peut-être qu'il faudra faire venir des gens d'ailleurs, parce que le savoir-faire, c'est perdu. Bon. Mais voilà, ça veut dire des mesures internationales. Ça rejoint le libéralisme et le capitalisme international. Donc ça aussi, ça ne peut pas se faire sans une mesure générale.
je voudrais demander l'impact sur la forêt actuelle, outre le réchauffement climatique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'impact de la pollution atmosphérique, puisque c'est quand même quelque chose qui est humain. Hein. Bon, c'est pas des arbres qu'on coupe directement, mais des arbres qu'on fait mourir. Donc, je voudrais savoir est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est puissant, et quels sont les effets, par exemple, ici, dans notre département. L'exemple pratique, c'est la réserve de la Massane. L'ancien conservateur Joseph Garrigue a fait une marche justement pour appeler l'attention sur ce genre de problème. Alors, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Dans les vieilles forêts, surtout, ce qui est le cas, il y a beaucoup d'arbres par terre, il y a des arbres avec des troncs, etc. Donc l'eau de pluie, elle rentre dedans. Et puis les animaux, ils vont y boire, bien sûr. Et donc ils ont fait l'analyse de ces eaux résiduelles, dans les souches, dans les arbres morts, dans les troncs de troncs. Et puis ils se sont aperçus qu'il y avait une pollution extraordinaire en métaux lourds, en phytocides, etc. Donc effectivement, l'agriculture moderne qu'on connaît utilise énormément de produits chimiques et de pesticides qui se retrouvent partout dans l'environnement, y compris dans les forêts, à des kilomètres des lieux où c'est utilisé. Ça retombe dans l'atmosphère, et puis ça retombe partout. Voilà. Et donc dans les forêts, eh bien effectivement, il y a eu le problème des pluies acides à l'époque. Bon, ça c'est un peu moins le cas parce que bon, il y a des systèmes pour éviter cette pollution de l'air à partir de produits acides qui retombent sous forme d'eau et de pluie acide. Mais il y a d'autres effets qui sont visibles dans les forêts. Dans les zones urbaines et périurbaines, c'est très visible. Hein. Les arbres, les feuilles ils ont des saisons de végétation plus courtes, les parties aériennes sont attaquées, tu vois. Donc voilà. Et puis ça affaiblit les arbres souvent. C'est ça. Et quand ils sont affaiblis, ils sont après l'objet d'attaques de champignons ou d'insectes. Il y a un besoin de dormance pour beaucoup d'espèces, et si les dormances sont réduites, on existe quasiment plus. C'est comme des temps de repos aussi. C'est par rapport au réchauffement climatique. Exactement. Et ça a un vrai impact. Ouais, je vois, moi j'habite à Sorède, au-dessus, donc il y a tous les châtaigniers qui sont en train de mourir. Alors je me demande, est-ce que c'est le réchauffement climatique? Est-ce que c'est qu'ils sont fragilisés du fait de la pollution? Et comment tout ça... C'est une maladie très ancienne qui a avancé progressivement vers l'est, c'était la maladie de l'encre. Donc, c'est pas... Non, donc ces châtaigniers, ils sont attaqués, mais il y en a qui résistent. Hein. Je pense qu'il y aurait des études un peu plus approfondies pour trouver des souches de châtaigniers qui résistent à la maladie de l'encre et les utiliser en reboisement. Mais ça aussi, c'est le problème des boisements avec une seule essence. Voilà. Alors, à un moment, évidemment, dans les Cévennes notamment, le châtaignier existait naturellement. Mais il y a eu beaucoup de reboisements pour des châtaigniers africains, parce qu'il y a deux types de châtaigniers. Il y a ceux qu'on plante pour le bois, comme le respire, et puis il y a les châtaigniers pour la châtaigne. Bon, des endroits comme par exemple en Corse, où ils ont peut-être 20 ou 30 variétés de châtaigniers différents, ils arrivent à ne pas être attaqués. Ils ont des châtaigniers qui ne sont pas malades. Comme ça s'appelle, diversité génétique. La castaniche. Les châtaigniers, ils sont en bon état. Donc s'il y avait, mais ça c'est un problème aussi de travail un peu scientifique. Si les scientifiques par rapport à la sylviculture s'intéressaient un peu plus à ce genre de problème, le problème des châtaigniers, maintenant ils ont dit oh, il y a la maladie de l'encre, de toute façon il faut maintenant c'est la théorie Macron, et puis on va replanter autre chose. Mais non, il y avait peut-être d'autres solutions, peut-être
de trouver des souches résistantes, parce qu'elles existent. Voilà. Mais ça, c'est la première chose. Et puis, le fait de planter une seule essence, effectivement, c'est problématique, parce que quand il y a une maladie ou autre, d'abord, il y a moins de résilience en général, et puis quand il y a une maladie, c'est complètement. Quand on a planté à tort et à travers du pellaricio partout en France, à partir de une ou deux d'origine, c'est quand même pas beaucoup, eh bien, ils ont tous la maladie du rouge des aiguilles, et ils sont vraiment en mauvais état. Voilà. Et actuellement, par exemple, on se bat pour que les peuplements de Salzban, qui est le père noir des Cévennes, de retrouver la vraie, les bonnes souches, parce que malheureusement il a été brûlé parce qu'on a mis n'importe quoi autour, pour justement avoir. C'est un pain qui est particulièrement résistant à la sécheresse et qui est intéressant par rapport justement au changement climatique. Mais pour arriver à faire comprendre que ces peuplements de Salzman, les plus anciens, il faut les protéger, il ne faut pas planter n'importe quoi autour, il faut les défendre parce que c'est une ressource génétique intéressante, bien, ça a été particulièrement difficile, ça reste difficile. Pareil pour le sapin décliné, on va mettre, bon, on est quand même arrivé à faire comprendre que mettre des thym grecs au thym de Brussia, thym de Norman et autres, à proximité des sapins déclinés pour les hybrider, c'est peut-être pas la bonne solution, parce qu'on ne connaît pas le comportement de ces sapins. Et le sapin décliné, ben, on en aura toujours besoin. Rien qu'en regardant les endroits où se trouve le sapin décliné, depuis les Vosges jusqu'aux Pyrénées-Orientales, je pense qu'il y a des recherches sur les origines génétiques qui pourraient être entreprises pour, en cas de changement climatique, pouvoir reboiser par exemple une partie des Vosges où ils sont en train de mourir à cause du réchauffement, en utilisant des souches venues, je sais pas, des Pyrénées-Orientales, par exemple. Voilà. Bon, mais c'est de la réalité. Francis Allais, qui est un grand spécialiste de la forêt, lui il dit la forêt elle est là depuis 350 millions d'années, elle se débrouillera bien mieux que l'homme. C'est ça. Exactement. Mais je parlais au début du génétisme et un vestige de secondaire. C'est peut-être pas la forêt que veulent les industriels du bois ou même nous déconcentrés, mais la forêt en elle-même, elle survivra certainement à l'homme d'une façon ou d'une autre.